Donc cette deuxième session sera consacrée davantage aux enjeux académiques de la recherche-action. Donc vous avez déjà un peu commencé à l'évoquer, mais l'idée sera d'aller un peu plus loin dans le débat autour des enjeux de la légitimation de la recherche-action dans la recherche académique. Et ça pourra aussi éventuellement être l'occasion de mettre en lien cet enjeu avec notamment l'enjeu autour de la légitimation de l'ESS comme un objet de recherche. Et donc, sur ce sujet-là, nous accueillons Daniel Demoustier et Laurent Gardin qui vont nous présenter leur expérience et leurs réflexions. Oui, bonjour. Donc, je suis Daniel Dumoustier. J'étais maître de conférence en économie à Sciences Po Grenoble, où j'ai monté des enseignements d'économie sociale et solidaire. Alors, peut-être vous allez regretter de m'avoir invité parce que je ne sais pas si je fais de la recherche-action. Je sais que je fais de la recherche avec les acteurs. Voilà. Et d'une certaine manière, d'abord par nécessité, puis par choix, et peut-être un peu par habitude. Effectivement, moi, j'ai fait toute ma recherche en lien très étroit avec les acteurs. Et donc je vais un petit peu illustrer, mon parcours, hein, en posant un certain nombre de questions au fur et à mesure et puis, essayer de répondre à votre question, sur la question de la posture et de la reconnaissance du chercheur, hein, et de la nature et de la reconnaissance de la recherche ainsi produite, hein. Heu, alors sur mon parcours, moi j'ai commencé à la fin des années 70, c'est pas hier et j'avais à la fois une chance et une malchance. Une chance, c'est qu'à cette époque, il y avait de très forts liens entre l'université et l'éducation populaire, d'abord, hein. Donc en fait, toute une série d'universitaires étaient, intégrés dans des mouvements d'éducation populaire. Donc on avait les apprentissages de l'éducation populaire. La deuxième, par contre, la malchance, c'est que sur le champ de l'économie sociale et solidaire, on avait très peu, très, très peu de données, de littérature. Heu moi, j'ai fait ma thèse sur les scopes et sur les scopes, on avait des données très théoriques qui venaient des États-Unis, hein, pour savoir si les scopes étaient plus, compétitives parce qu'elles étaient non lucratives, c'était à peu près le thème et on avait quelques monographies faites par des sociologues, hein. Donc j'avais pas le choix, hein. Si je voulais travailler sur les scopes, il fallait que j'aille sur le terrain, hein et donc j'ai fait, des visites, longues, hein, des immersions très longues dans un certain nombre de scopes pour pouvoir, faire la thèse et j'ai eu la chance aussi que c'était l'époque où on pouvait faire des thèses de 3e cycle ou des thèses d'État. Et les thèses de 3e cycle étaient beaucoup moins exigeantes en théorisation, en cadre théorique et du coup, ça donnait une beaucoup plus grande liberté pour aborder des questions très diverses, notamment effectivement, les aspects économiques, les aspects du marché du travail, les aspects éducatifs, hein. On pouvait voir la SCOP dans toute sa transversalité. Voilà, c'est pour vous dire que, bon voilà, c'est à la fois, hein, une nécessité, et une opportunité, hein, de commencer à travailler, de la sorte, hein. Et puis de fait, bon, j'ai continué en passant des scopes, à l'activité économique des associations, puis à l'économie sociale, puis à l'économie sociale et solidaire, hein, puis, plus récemment au PTCE, hein, en adoptant à peu près toujours la même démarche, hein. Démarche qui est pas très simple, hein. Elle est pas très simple au niveau académique, mais elle est pas très simple au niveau pratique non plus, hein. L'économie sociale et solidaire n'est pas un milieu, enfin, en tout cas, n'était pas à l'époque un milieu habitué à la recherche, hein. C'était un champ qu'il soit associatif ou coopératif, hein, un peu moins mutualiste parce que les mutualistes étaient accompagnés par toute une série d'historiens, donc qui les aidaient à prendre du recul, hein. Mais les associations et les coopératives étaient assez réticentes à la recherche, étaient assez réticentes à avoir des regards extérieurs, hein, ayant très peur des critiques de ce qu'ils croyaient, pensaient pouvoir être des critiques, hein, et donc étant très frileux, hein, il faut le savoir, hein. Donc c'était pas une évidence, hein, de pouvoir travailler avec les acteurs. Ça a quand même beaucoup changé, hein, mais ça a changé depuis 20 ans, quoi, hein. Donc ça, c'est un premier un point important, hein. L'autre élément que je voulais dire, hein, c'est que c'est en réponse à une question sur les publications, hein, notamment sur les thèses.
Moi, je pense que d'abord, il y a deux questions derrière. Il y a la première question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces publications? Comment on les présente? Et avec Javier, qui est ici, hein, on a fait tout un travail dans le cadre de séminaires recherche-développement, hein, avec le PTCE Sud-Aquitaine, qui n'est pas très loin de chez vous. Hein. On a rédigé un ouvrage, qui est un ouvrage de chercheur, et on revendique que ce soit un ouvrage de chercheur, donc ce n'est pas un ouvrage du tout coécrit. Hein. Moi, j'ai très peu coécrit. Hein. J'ai essayé de coécrire une fois avec un menuisier dans une SCOP, et en fait, on avait des modes d'écriture tellement différents qu'il n'a pas voulu continuer. Hein. Donc, c'est une écriture de chercheur, mais c'est une écriture qu'on a présentée à des acteurs dans le cadre de lecture apprenante. Hein. Et je crois que c'est aussi, qu'est-ce qu'on en fait de ces travaux? Hein. Est-ce qu'on les laisse sur les étagères? Est-ce qu'on les laisse lire qu'à des administrations, des institutions? Ou est-ce qu'on permet aux acteurs de se les approprier? Hein. Donc, je crois que la relation avec les acteurs, ce n'est pas simplement la production de savoir avec les acteurs, hein, mais c'est aussi la diffusion du savoir chez les acteurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette notion-là qui est importante. L'autre question qui était posée sur recherche-action, recherche-développement. Hein. Alors, avec le PTCE Sud-Aquitaine, on s'est intégré dans un séminaire recherche-développement. Donc, si on veut faire un jeu de mots, on a fait de la recherche-action dans la recherche-développement. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait opposition, hein, ni séparation entre ces deux dynamiques. Hein. La recherche-développement, c'est l'objectif que se donnent les acteurs, hein, pour faire de la prospective par rapport à leur mode de développement. Hein. Et la recherche-action, bah, c'est la méthode, hein, qu'on va prendre pour travailler avec eux. Hein. Et puis, moi, je mettrais une autre dimension dans mon parcours. J'ai fait de la recherche-animation. Hein. Notamment, j'ai animé un groupe de PTCE sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, j'étais à la fois chercheur et animateur. Hein. Donc, c'est encore une autre approche qu'on peut avoir, hein, en sachant que la posture du chercheur et la posture d'acteur, dans ces cadres-là, ce n'est pas la même. Hein. Et il faut assumer que ce n'est pas la même. Moi, j'ai plutôt rencontré des acteurs que j'appellerais des penseurs que des acteurs-chercheurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des acteurs qui étaient impliqués eux-mêmes dans la recherche, ils étaient impliqués dans la réflexion. Hein. Mais pourquoi je les appelle les acteurs penseurs? C'est des acteurs qui ont une telle vision, hein, qui sont si bien capables de dégager le sens de leur action et le sens politique, qu'ils en deviennent quasiment des théoriciens, hein, sans avoir le vocabulaire de la théorie, hein, les méthodes de la théorie, mais en fait, ils ont l'approche de la théorie, c'est-à-dire la prise de distance, hein, et la mise en valeur du sens de leur action. Et pour finir, pour mon parcours, pour aller un peu vite, hein, moi, je pense que ce que j'ai fait n'aurait jamais pu avoir cette nature si je n'avais pas fait d'enseignement parallèlement. Hein. Et notamment l'enseignement avec des formations continues, des étudiants en formation continue. Parce que je pense que l'enseignement, c'est aussi une manière de tester, hein, auprès d'un public d'acteurs, hein, les manières, hein, les concepts, le vocabulaire, hein, les liens, les relations, les mécanismes, hein, qu'on décrypte sur le terrain, hein, et qu'on traduit, hein, avec le vocabulaire de la recherche. Hein. Et je pense que c'est aussi, pour moi, ça a été tout à fait important parce que les étudiants sont absolument imparables. Hein. Si, les acteurs peuvent être très tolérants avec les chercheurs. Les étudiants le sont beaucoup moins. Hein. Et de ce fait, si les choses ne sont pas comprises, on le sait immédiatement. Hein. Voilà. Donc, c'est toute cette accumulation, hein, d'expériences, hein, qui ont fait que, voilà, je ne sais pas comment me nommer, hein. Je ne sais pas si je suis un chercheur militant, un chercheur engagé, un chercheur animateur, un chercheur développeur. Je ne sais pas très bien comment me définir. Alors, à partir de là, quelles sont les questions qui se sont posées? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur la posture du chercheur. La question, le chercheur, effectivement, la relation immédiate à l'acteur, et Laurent l'a dit, hein, c'est d'aller chez les acteurs chercher les données, faire de la collecte de données. Hein. Or, on voit que quand on a une posture différente, hein, finalement, on ne collecte pas les mêmes données. Hein. C'est-à-dire la collecte de données, c'est une vraie construction. Hein, et c'est une construction collective, hein, qui s'établit dans la relation, hein, en fonction aussi des échanges, des questionnements qui sont posés, hein, et à la fois par les chercheurs, mais aussi par les acteurs eux-mêmes.
Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est-à-dire que dès la phase de collecte de données, en fait, on est mis de fait dans une position différente du chercheur qui vient effectivement simplement trouver les données qu'il a besoin pour sa démonstration. Mais là, c'est le chercheur qui est confronté à toute une série de données, à la limite qu'il ne cherchait pas et dont il faut qu'il fasse quelque chose. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, ça a été dit, je crois, par Hugues Bazin, si je me trompe, c'est le rôle de traducteur. Alors moi je me définis souvent comme ça, c'est un traducteur. C'est-à-dire que le chercheur, effectivement, il met des mots, il met un certain nombre de mots sur des pratiques pour en dégager le sens, pour en dégager les fondements, pour en dégager les articulations, voire les contradictions. Et ça, je crois que ça, c'est très important. C'est pour ça que je ne parlerai pas, moi, de théorie froide. Plus j'ai fait de la recherche avec les acteurs, plus j'ai eu besoin de théorie. Ça peut paraître paradoxal, mais je crois que choisir les bons mots, par exemple, j'ai fait une expérience il n'y a pas très longtemps, j'ai été invitée par des coopérateurs d'une scope très de haute technologie. Ils parlaient d'actionnaires et de patrons. Donc, on a passé le repas à discuter qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire, qu'est-ce que c'est qu'un patron, qu'est-ce que c'est qu'un associé, etc. Et à la fin du repas, la conversation m'a complètement échappé. Ils étaient en train de redéfinir leurs relations, comment ils allaient fonctionner, comment ils allaient faire des groupes de travail pour associer le maximum de monde, etc. etc. Donc, c'est pas, voilà, alors c'est pas magique, mais ce qu'on voit, c'est que l'utilisation, l'idée de mettre les mots appropriés à la réalité, alors que parfois on utilise le mot le plus facile, qui circule le plus facilement. Voilà, ça c'est déjà une étape qui, je pense, est tout à fait importante. Un autre élément aussi de la posture du chercheur, quand il est confronté à cette réalité, ça a été dit aussi, c'est la nécessité d'avoir une approche pluridisciplinaire. Alors que nous sommes tous enfermés dans nos disciplines respectives, les économistes encore plus que les autres, quand on se confronte à la réalité, on ne peut plus se cantonner à une seule discipline. Il faut aller picorer. Alors, ce n'est pas très scientifique comme vocabulaire, bricoler, picorer, oui, picorer dans d'autres disciplines, pour pouvoir effectivement déceler les lignes de force, déceler les enjeux, déceler la nature des relations qui s'instaurent, etc., etc. D'où, c'est vrai que pour ceux qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, c'est compliqué de se définir dans un champ disciplinaire très fermé, surtout quand ces champs se ferment de plus en plus. Il est important d'avoir effectivement à la fois une diversification de disciplines, une diversification de références théoriques, au-delà des clivages les plus historiques, je crois, pour pouvoir effectivement rendre compte de cette réalité qui est complexe. D'où la difficulté pour le chercheur, et on a fait quelques articles avec Xavier Itchena il n'y a pas longtemps, et la difficulté du chercheur, c'est à la fois de rendre compte de la réalité de terrain qui est complexe et d'encadrer cette réalité dans des cadres conceptuels qui sont toujours simplificateurs. Et ça, c'est une réelle difficulté pour les chercheurs et pour la reconnaissance du chercheur, parce qu'on sait que de plus en plus le chercheur est reconnu pour ses références théoriques, bien plus que pour sa connaissance de terrain. Ça, c'est vrai. Alors, ça pose la question qui a été aussi soulevée tout à l'heure du chercheur militant. Alors, je ne sais pas si on peut parler de chercheur militant, mais je pense qu'on peut parler de chercheur impliqué, en tout cas. Je ne suis pas si sûre qu'il y ait une contradiction entre le militantisme et la recherche. Tout chercheur a des références, a un contexte idéologique, de fait, qu'il explicite ou pas. C'est mieux, je pense que c'est mieux de l'expliciter. Mais je crois que de toute façon, tout chercheur doit être empathique avec son sujet. On ne peut pas travailler longuement sur un champ d'études si on n'a pas une certaine proximité avec ce sujet. La question pour moi n'est pas dans la neutralité, elle est plutôt dans la rigueur.
je pense que la démarche du chercheur, c'est une démarche méthodologique. Hein. C'est de ne pas confondre un postulat et une hypothèse. Hein. C'est, comme ça a été dit, de douter. Hein. Même s'il y a de l'empathie pour ce sujet. Hein. On peut douter de la manière dont le sujet est traité, dont la réalité s'exprime, pose question. Hein. Donc je crois que ça, bon, c'est souvent critiqué. Moi, j'ai eu des tas de critiques de tout mon parcours universitaire sur le fait que j'étais une militante et donc je n'étais pas scientifique. À un moment, on s'habitue. Mais voilà, je pense qu'il y a une… Alors là, il faut peut-être l'expliciter mieux pour faire reconnaître effectivement que tout chercheur a une relation particulière avec son objet de recherche, surtout s'il le fait dans la continuité, dans la durée, et que cette relation particulière doit être un avantage et non pas un frein. Et puis, il y a une autre élément dans les postures des chercheurs qui est compliqué quand on travaille avec des acteurs, c'est quand on se trouve en situation de conflit, de tension, de conflit. Voilà, c'est des réalités qui existent. Donc, quand on travaille avec de l'économie sociale et solidaire, on ne travaille pas avec des individus isolés, on travaille avec des groupes, avec des collectifs. Et au sein des collectifs, il peut y avoir des tensions, des conflits. Et on a pas mal parlé avec Chabière, justement, quelle attitude du chercheur, ce chercheur impliqué, par rapport à ces conflits. Et on a pris, on a fait le choix, un double choix, en fait, en disant, on n'est pas là pour exacerber les conflits. On n'est pas là pour faire en sorte que éventuellement le groupe éclate, ou qu'on soit dans les systèmes de disputes continuels, mais on est là pour expliciter les conflits. Ça fait partie de ce travail de traduction. On met des mots et on explicite pour expliciter les conflits. Et je me souviens d'un travail qu'on a fait à Tarnos, où on a fait effectivement visualiser même par les différents membres comment ils voyaient leur PTCE. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait des représentations effectivement très, très différentes. Et là, je dirais pas qu'on est un chercheur, on est dans l'animation. Voilà. Après, on va au-delà de l'animation parce qu'on a un travail à faire sur ces représentations. Quel est le sens de ces représentations? Est-ce que ces représentations sont contradictoires ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une question qu'on se pose. Le chercheur, quand il se trouve dans un groupe, il peut se trouver dans un groupe où il y a des fortes tensions, où il y a des représentations différentes, et il faut qu'il se situe au milieu de tout ça, et ce n'est pas toujours évident. Alors, juste sur ce point, moi je dirais que je pense que je peux être en désaccord, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais je pense qu'il n'y a pas équivalence des savoirs. C'est-à-dire que c'est des savoirs différents, les savoirs expérientiels, les savoirs plus académiques. Ils sont de nature différente. C'est pour ça que j'ai de la difficulté, mais dans mon cadre, parce qu'on ne produit pas de la recherche en commun, de parler d'acteurs-chercheurs. Je vous dis, je parle plutôt d'acteurs-penseurs pour moi. Mais il y a un nécessaire dialogue entre ces savoirs et qui doivent garder une autonomie relative. On a des champs différents et on est surtout dans des responsabilités différentes. Le chercheur et l'acteur n'ont pas les mêmes responsabilités. Le chercheur n'a pas la responsabilité du suivi de l'action. Il a la responsabilité de l'analyse de l'action, mais pas de sa continuité. Donc le chercheur ne peut pas non plus faire prendre des risques aux acteurs qui vont au-delà de ses propres responsabilités. En tout cas, c'est ma position. Donc ça, c'est ce qui concerne la posture du chercheur. Alors, ça questionne derrière la nature et, comme vous l'avez posé, la légitimité de la recherche. Je pense déjà que la recherche qui est faite comme ça, c'est une recherche constructiviste. On construit ensemble à la fois les données, on l'a dit, à la fois les catégories, les concepts, les relations. Et ce travail, il est confronté à un double risque. Un risque de se limiter à la description parce qu'on est dans la complexité. Et la complexité ne se laisse pas enfermer dans des schémas trop rigides. Et en même temps, le risque, effectivement, d'appauvrir la réalité en voulant la simplifier par un cadre théorique. Et on est sans cesse, effectivement, sur cette ligne de crête
entre complexité et simplification, je pense. Au niveau de la recherche, il y a un deuxième élément, on questionne, je dirais, on questionne les concepts établis et on questionne les disciplines, les découpages disciplinaires. Et ça, les institutions n'aiment pas trop. Les institutions sont toutes, surtout en économie, elles se referment beaucoup sur une optique très disciplinaire et ne pas pouvoir mettre une recherche dans un cadre bien défini leur pose question. Ça, c'est un élément important et on le retrouve dans l'enseignement, tout à fait, aussi dans l'enseignement universitaire. Ça questionne également le processus de recherche. Moi, d'habitude, le processus de recherche, c'est qu'on fait un cadre théorique, on va regarder une réalité et on plaque l'analyse théorique dans la réalité pour essayer soit d'illustrer la théorie si on est un peu paresseux, soit de faire avancer la théorie si on est un peu moins paresseux. Or là, on voit bien que la dynamique de recherche est dans un processus continu d'aller-retour entre pratique et théorie. Avec l'idée d'ouvrir la théorie, la renouveler, c'est peut-être un peu prétentieux, mais d'ouvrir la théorie pour que, et c'est pour ça que je pense que la théorie, la théorie qui est vue comme froide, elle est absolument indispensable, elle est indispensable pour les acteurs. Pour moi, elle est indispensable pour les acteurs parce que par la théorie, on peut effectivement redéfinir le sens de son action. Et je crois que si on voit la théorie simplement comme un ensemble de concepts abstraits qui flottent un peu tel un nuage au-dessus de la réalité, oui. Mais si on voit la théorie comme un éclairage simplifié, c'est vrai, je le dis toujours, la réalité est complexe, la théorie simplifie. Simplifier, ça peut permettre de confronter cette théorie, l'action avec son sens, son horizon. Et sa perspective politique. Je pense que et les acteurs de l'ESS aujourd'hui sont très sollicités, sont très demandeurs de réfléchir sur le sens politique de leur action. Et donc, donc c'est vrai que cette posture est compliquée parce qu'on navigue effectivement entre des éléments très scientifiques, très abstraits, des éléments au contraire très concrets et descriptifs, et des éléments aussi très relationnels. La recherche-action, elle soulève beaucoup de questions relationnelles entre les membres, à partir du moment où chacun est déstabilisé dans sa posture. Et donc, dans la recherche-action, il faut faire avec ces trois dynamiques, ces trois évolutions pour essayer de les rendre cohérentes. D'où effectivement la question de la légitimité et de la validation de ce type de recherche, qui est une question importante. Je ne sais pas si cette recherche peut être enfermée dans des cadres institutionnels. Moi, j'ai travaillé avec les ARUC au Québec. Alors, c'est vrai qu'il y a un cadre institutionnel de reconnaissance, de financement, voire de mise en route. Mais à l'intérieur de ce cadre institutionnel, il y a quand même beaucoup de bricolage. Pourquoi? Parce que c'est des acteurs qui ont des expériences et des structures de pensée différentes qui sont obligés de se combiner, de combiner leurs actions pour produire effectivement du savoir sur une réalité. Donc, le cadre institutionnel ne fait pas tout. Le cadre institutionnel, il est sans doute nécessaire pour légitimer, mais il n'est pas suffisant pour le côté animation de la recherche. Ça, j'en suis persuadée. Mais c'est vrai que, alors, on a parlé des appels à projets sur l'économie sociale et solidaire. Les appels à projets, effectivement, ils excluent souvent la recherche. Ils excluent souvent la recherche, même si dans la définition des PTCE, il y a bien le lien avec l'enseignement et la recherche. Moi, je pense que l'évolution de la reconnaissance de la recherche-action, elle viendra plus des projets sur des actions que des projets sur la recherche. Je pense que c'est par ces appels à projets, ces appels à manifestation d'intérêt, etc., dans lesquels il faut intégrer
effectivement la dimension recherche, hein, recherche avec des chercheurs et des acteurs, hein, que se fera plus la validation, hein, et ce n'est qu'après, une fois que c'est à partir d'une réflexion sur l'action, hein, et qu'on verra, hein, que l'action prend de la valeur, elle prend de la valeur en elle-même et elle est valorisée, elle est mieux valorisée à l'extérieur quand il y a ces dynamiques réflexives et ces dynamiques d'écriture, c'est-à-dire de valorisation externe, hein, qu'on pourra peut-être penser que dans la recherche plus académique, hein, la recherche-action soit reconnue. Hein. Et c'est vrai que si je vais jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faut aussi d'abord que ce soit les acteurs qui reconnaissent la recherche. Hein. Tant que les acteurs ne reconnaissent pas l'importance de la recherche, hein, par eux-mêmes et avec des chercheurs, hein, je pense que les chercheurs pourront, hein, essayer de faire reconnaître la recherche-action par l'extérieur, mais à mon avis, ça sera en vain, hein, si les acteurs eux-mêmes ne sont pas persuadés, hein, qu'une dynamique de recherche, hein, sur leur propre réalité est nécessaire. Je crois que je m'arrête là, j'ai un petit peu débordé mon temps de parole. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Je vais passer la parole à Laurent Gardet. Merci. D'emblée, hein, je suis un peu désarçonné parce que j'avais prévu, enfin j'étais invité pour discuter le propos de Daniel, et puis j'ai l'impression qu'on me demande aussi d'intervenir un peu sur mon propre approche de la recherche-action des enjeux académiques. Donc je vais essayer de faire les deux. Peut-être vous dire d'abord d'où je pars, d'où je parle et d'où je pars aussi. Dans mon parcours, Laurent l'a dit, on a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années dans un centre de recherche, qui avait une reconnaissance par le CNRS, mais qui était quand même une association de loi 1901, qui était autogérée autant que possible et qui allait chercher des financements pour pouvoir vivre, quoi. Et donc, tout ça pour vous dire que d'emblée, le positionnement entre acteurs et chercheurs n'a pas été facile pour moi, parce que d'une certaine manière, je me considérais aussi comme un acteur qui participait à la vie d'une association avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, il y a une connaissance, hein, intrinsèque de par notre propre posture qui nous amenait à notre rapport avec l'objet étudié, quoi. C'est-à-dire qu'on utilisait l'association pour étudier des initiatives solidaires et l'ESS, quoi. Bon, ensuite, je me suis institutionnalisé en ayant un poste à l'université. Et puis, actuellement, je participe à une chaire en économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est peut-être une réflexion à avoir, hein, sur la question des chaires lorsqu'on parle des enjeux académiques pour la recherche-action, hein. On voit que les chaires se sont développées. La chaire de Bordeaux en est un exemple, hein. Et ce sont des espaces qui sont intéressants dans les rapports justement qui peuvent se nouer au-delà de la réalisation d'une recherche, mais qui peuvent se réaliser dans la durée, dans des rapports entre acteurs et chercheurs. Il se trouve que notre chaire est un peu atypique dans le sens où on est interuniversitaire, interdisciplinaire et partenarial, et qu'on a aussi utilisé un cadre associatif, et donc on est aussi un peu en marge de l'institution, hein, même si c'est l'institution qui nous fait vivre et qui nous permet aussi de la faire vivre. Alors, quelques réactions, hein, 4-5 points que je voudrais aborder. Ça a été dit par Laurent Fraisse. Peut-être au préalable, je suis vraiment content d'être là et je regrette de ne pas vous voir en vrai, quoi. Moi, j'aimerais bien discuter de manière informelle avec Yves Vaillancourt, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, revoir Daniel, voir Laurent, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Enfin, voilà, quoi. Je suis content d'être là et je serais content d'être là physiquement aussi. Alors, sur l'histoire des rapports entre chercheurs et acteurs, Laurent l'a dit d'entrée, hein, c'est fort dans l'ESS. Il a cité un peu les contemporains, Desroches, la ville, etc. Je pense que quand on remonte dans l'histoire, cette proximité entre acteurs et chercheurs est très forte, quoi. Que ce soit chez Gide, chez Moss, chez Polanyi, etc. Il y avait un attrait pour l'ESS qui est très fort. Et sur le rapport aussi à l'objet,
il m'est revenu en vous écoutant cette citation de Proudhon, l'idée vient de l'action et retourne à l'action. Et je pense que c'est une posture qui est assez forte dans la recherche en ESS. L'idée vient de l'action et retourne à l'action. Alors, sur la distinction, sur les places entre acteurs et chercheurs, je pense que ce serait un peu assez intéressant, un peu comme l'a fait Yves Vaillancourt dans la construction des politiques publiques et dans la réalisation des politiques publiques, de voir quand on est dans un processus de recherche-action, d'où vient la demande, hein, d'où vient la demande, est-ce qu'on s'auto-saisit, hein, d'où vient la levée de fonds aussi, parce que souvent pour faire de la recherche, il faut des moyens, comment ça se réalise, comment se réalise la recherche, hein, qui réalise l'écrit, qui met des mots, et aussi comment c'est restitué. Et je pense que ce serait intéressant de regarder à ces étapes-là où est l'acteur, où est le chercheur, et qui est un peu, je dirais pas dominant, mais qui prend la place importante dans ce processus. Donc ça, c'est une deuxième réflexion après la question de l'histoire. Il se pose la question des publications. Je me méfie toujours quand on parle de coécriture. Effectivement, il y a de la coécriture, mais ça a été dit plusieurs fois, hein, c'est l'acteur, le chercheur met des mots, hein, sur l'existant. Et puis, si des livres sont coécrits, lorsqu'on est sur des articles coévalués par des pairs, etc., là, on ne trouve plus tellement l'acteur, quoi. Là, on ne trouve plus tellement l'acteur, et je pense qu'il y a une tendance à l'éliminer, entre guillemets, hein. Voilà. Alors, mettre des mots, ça me pose aussi question, parce que d'une certaine manière, on peut évacuer le langage, alors j'aime pas ce terme-là, mais le langage un peu indigène, hein, des acteurs, et donc peut-être une distance qui se crée qui peut être embêtante. Alors, sur autre point, sur la posture du chercheur, je pense qu'on est tous des chercheurs engagés, quoi, et que ceux qui disent qu'ils ne sont pas engagés sont extrêmement engagés, quoi. Ils seront peut-être encore plus parce qu'ils acceptent le modèle dominant, quoi. Je ne vais pas dire du mal des économistes néoclassiques, mais faut en être conscient, quoi. Et surtout, ce que je pense qui est important en tant que chercheur, c'est d'être conscient de ses propres préférences, quoi. Et ça me paraît important dans la posture qu'on peut avoir dans ces processus de recherche, quoi. Autre point, c'est sur la commande. Ou le cadre dans lequel se réalisent ces recherches. Bon, je ne vais pas présenter dans quelle situation j'ai pu me trouver, mais je trouve qu'il y a, comme l'a dit Daniel, comme le vient de le dire Daniel, quand on met de la recherche dans l'action, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Quand il y a une action semaine et qu'on demande, par exemple, une démarche d'évaluation, je trouve qu'il y a une démarche qui est intéressante parce que là, on touche à plusieurs points. On touche à la fois à du réflexif sur de l'action, mais on touche aussi à du politique parce qu'il y a un commanditaire. Et d'une certaine manière, on ne fait pas de la recherche pour de la recherche, quoi. Et donc là, je trouve qu'il y a un cadre dans lequel je me suis peut-être le plus retrouvé. Avec une volonté, d'une certaine manière, de participer à une certaine forme de changement social, même si c'est peut-être un peu des grands mots pour ce type d'action. Autre cadre qui a disparu, peut-être que ça va réapparaître avec des changements politiques au niveau des régions, on a un cadre quand même que j'ai pu tester une fois, qui était le cadre des chercheurs citoyens qu'on avait dans les Hauts-de-France, qui se trouvait en Île-de-France sous la forme de piqueries, où là, il me semble que nous, dans notre chercheur citoyen qu'on a eu dans les Hauts-de-France, ce sont des acteurs qui sont venus nous chercher, quoi. Et donc, ce cadre, il n'existe plus tellement dans les régions. Au niveau académique, il n'existe pas, ou alors c'est toujours le chercheur qui prend la plume pour aller chercher de l'argent, ou il utilise les cadres présents. Et dans les cadres qu'on connaît les mieux, hein, tels que l'ANR ou des choses comme ça, on a quand même pas mal de mal à passer, hein, pour ce type de recherche-action.
Voilà, alors, autre point que je voulais aborder, euh, par rapport aux enjeux académiques, hein, puisque c'est le thème. Il y a la question des formations, hein, Daniel l'a dit, mais il me semble que la question des formations nous aide à formaliser nos propos aussi, hein. Il y a besoin d'être accessible aux étudiants, mais quand on veut être clair, ben voilà, quand on veut être clair, on ne triche pas, quoi. Donc, je trouve que c'est un point extrêmement important. Et dans nos formations, ça a été dit aussi par Daniel, je pense que dans les formations en ESS, il y a souvent une dimension éducation populaire. Et on cherche aussi à ce qu'il y ait une formation où les pairs sont intégrés, quoi, hein. Les pairs sont intégrés dans tous nos masters. Il y a des acteurs de l'ESS qui sont présents, quoi. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut avoir du mal à faire reconnaître au niveau académique, quoi. Euh, et, toujours pour aller sur le niveau académique, on a une université qui est sur un recrutement qui est très disciplinaire, et où je pense la place pour le SS et pour les chercheurs véritablement engagés sur les questions d'économie sociale et solidaire, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile parce que souvent on est sur des approches pluridisciplinaires. Euh, on est sur des sections CNU, soit avec une sociologie dominée, j'exagère un peu, mais soit par une sociologie très critique, soit par des économistes pas critiques du tout et plutôt néoclassiques, soit avec des sections CNU, je pense à Sciences Po, où il y a très peu de recrutement. Voilà, donc quand les enjeux académiques de l'ESS, c'est aussi comment on arrive à faire reconnaître et à recruter des collègues dans l'ESS enfin, qui ont pour objet l'ESS et qui peuvent avoir une approche qui dépasse leur propre section CNU, qui est quand même importante pour faire carrière, quoi. Voilà. Et le dernier point, toujours sur la question qui a été soulevée par Hugues Bazin, des tiers espaces, des tiers lieux de recherche, etc. Effectivement, c'est intéressant parce que ça permet de constituer quelque chose qui est en plus du seul acteur, du seul chercheur. Là, il y a vraiment quelque chose qui se constitue. Moi, où je suis méfiant par rapport à ça, c'est par rapport un peu à... Parce qu'on peut voir le tiers aussi comme un tiers-état, quoi. Alors, tant mieux, le tiers-état, c'est le peuple, etc. Mais le tiers-état, c'est aussi ce qui est à côté, c'est aussi ce qui est rejeté. Et il me semble que dans un contexte où il y a très peu de recrutement de maîtres de conf à l'université, d'enseignants-chercheurs, etc., il se crée un espace à côté de l'université où ils peuvent se passer des choses intéressantes, mais d'une certaine manière, on abandonne peut-être le terrain d'une recherche au sein de l'institution. Voilà, bon, c'était plus des remarques, hein, que je voulais formuler comme ça, comme la commande m'avait été faite. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos interventions. Si quelqu'un a des questions, des remarques, un témoignage à fournir, Gilles Kerr, vous aviez posé une question dans le chat, vous pouvez la poser peut-être directement. Moi, je veux bien réagir sur les tiers-lieux, là, juste sur ce que vient de dire Laurent, parce que historiquement, quand on regarde, les collèges coopératifs, c'était ça. C'était bien des tiers-lieux d'une certaine manière, alors qui étaient soutenus à Paris par l'école des hautes études, hein, mais qui étaient des lieux un petit peu en marge, hein, en marge de l'institution, et qui ont permis quand même de produire énormément de choses qui ont après irrigué l'institution. Donc moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des lieux en marge, si effectivement ils ne sont pas complètement en marge, marginalisés, hein, mais s'ils permettent de produire des choses nouvelles, hein, et des manières nouvelles de faire qui vont effectivement questionner après les fonctionnements institutionnels. Parce que si on attend que l'institution elle-même, elle produise tout ce qu'on voudrait, je crois qu'on peut parfois attendre très longtemps. Daniel, je te rejoins complètement, hein, parce que d'une certaine manière, en créant l'association Cher ESS, on a créé un espace à côté, parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas, la bataille pour bouger l'institution, il ne faut pas la perdre non plus, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui, bonjour. Je veux bien poser la question que j'avais posée dans le chat sur le temps du chercheur est-il le même que le temps de l'acteur?
C'est-à-dire souvent, pour avoir conduit des recherches-actions, c'est vrai que les acteurs sont assez pressés d'avoir un résultat et que quand on signe enfin, un contrat de recherche-action, il y a un temps qui est souvent limité et le temps du chercheur, alors à la fois parce qu'il a des contraintes administratives d'enseignement, etc., mais aussi parce que il est peut-être moins justement dans l'action, n'est pas forcément le même. Et donc, pour moi, ça pose une question de décalage parfois et de déception parfois aussi des acteurs. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose justement, que Laurent ou Daniel ont déjà ressenti, ce décalage temporel. Moi, je me suis toujours effectivement trouvée quand même dans un temps assez long. Ce qui a permis quand même effectivement d'avoir le temps de la recherche et de l'interconnaissance d'abord et puis après de l'analyse. Le groupe de PTCE que j'ai accompagné, je l'ai accompagné sur 3 ans. La recherche-développement qu'on a faite avec le PTCE Tarnos, on a dû faire 6 séminaires étalés sur 2 ans. Et puis bon, après, le travail de thèse, dans ces années-là, il était assez long. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas eu cette contrainte-là. Par contre, il y a peut-être une autre contrainte que j'ai pas soulevée, c'est la contrainte d'opérationnalité. C'est-à-dire que le chercheur il est dans l'analyse, il est dans l'idée de décortiquer les liaisons, les liens, les mécanismes, etc. Et les acteurs peuvent être en attente en disant, voilà, il nous faut une solution, on a tel problème, il nous faut une solution rapide. Alors c'est là où ça rencontre la temporalité. Mais c'est plus l'aspect opérationnalité, et souvent les chercheurs sont démunis, ils ne vont pas… en tout cas, dans les recherches qu'on a faites, on a plus des recherches qui relèvent de l'analyse que de l'opérationnalité immédiate. Oui, derrière ça, effectivement, Daniel a raison, c'est les attentes des acteurs qui s'engagent dans une recherche-action, quoi. Et souvent, il peut y avoir une volonté pour certains acteurs de l'ESS, de valoriser un peu ce qu'ils font, peut-être parfois plus que d'avoir un retour réflexif sur ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et là, les temps peuvent ne pas coïncider, mais moi aussi, je me suis toujours retrouvé dans des côtés un peu longs, même si les cadres des contrats pouvaient être limités. Mais on peut mobiliser plusieurs contrats pour essayer d'avoir un travail de longue haleine avec des acteurs de l'ESS, en l'occurrence. Je veux bien intervenir sur ce point en complément. Je pense qu'en fait, ça renvoie à la question de l'implication, de l'engagement du chercheur, cette gestion du temps. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on envisage la recherche-action uniquement dans le cadre d'une contractualisation financée ou est-ce que c'est une relation au long cours avec aussi une forme de réciprocité, c'est-à-dire à un moment donné, on accepte d'aller intervenir ici aussi juste lors d'une réunion, une journée, etc., qui va être réflexive, sans forcément que ça rentre dans le cadre très précis d'une recherche-action, ou inversement. Voilà, il va y avoir des formes au long cours de gestion des temporalités entre acteurs et chercheurs, et à un moment donné, effectivement, ça peut se cristalliser dans une recherche-action contractualisée financée, mais il y a en amont, au-delà et en delà, il y a d'autres temps, et d'autres formes d'échange qui alimentent la relation et la réflexion et qui alimentent le chercheur, parce que toutes ces relations, c'est du travail de veille pour le chercheur sur des enjeux, sur des débats, et ça peut aussi alimenter le caractère réflexif des acteurs au long cours. Donc, il va peut-être aussi prendre connaissance d'autres travaux qui ne les impliquent pas différemment, mais qui vont les faire réfléchir. Oui, puis un élément qui justifie le temps long, c'est la construction de la confiance. Il est tout à fait important que s'établisse une relation de confiance entre acteurs et chercheurs pour qu'on puisse, dire les choses clairement, nettement. Et je pense que, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est vrai que ça a toujours abouti à des relations de réciprocité. C'est-à-dire que je continue maintenant, on continue maintenant à avoir des échanges avec beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et moi, dès que j'ai une question de recherche, je peux les appeler et dès qu'ils ont une demande, ils peuvent m'appeler. Je veux dire, je trouve qu'on établit vraiment des relations, le fait d'avoir pris tout ce temps, on établit des relations qui sont durables.
Et ça, c'est important parce qu'après, il peut y avoir des… on sort effectivement de la contractualisation financière sur un objectif à court terme, quoi. Oui, merci. Hugues Bazin disait dans le chat, il s'agit de poser les enjeux en termes d'espace-temps. Il n'y a pas le temps sans négociation de l'espace pour la recherche-action. S'il n'y a pas de questions, moi j'avais peut-être une question au niveau tout simplement de la valorisation de vos travaux. Comment dans votre carrière académique vous avez valorisé finalement vos travaux de recherche-action? Est-ce que ça a été facile ou vous avez rencontré quelques difficultés à ce niveau-là? Je veux dire, on sélectionne les endroits où on essaye de se valoriser. Moi, il y a des revues d'économie où j'irai jamais proposer un article. C'est pas la peine. Hein. C'est clair. Hein. Après, c'est la même chose pour les maisons d'édition. Hein. Si on veut faire des ouvrages, il faut trouver la maison d'édition qui correspond à l'esprit de ce qu'on va écrire. Hein. Bon, après, tout dépend de la diversification de l'offre là. Hein. Bon, je pense que pour l'économie sociale et solidaire, l'offre s'est quand même beaucoup diversifiée, hein, par rapport à ce que j'ai connu moi au départ. Donc, après, il y a aussi des étapes. Hein. On le dit, par exemple, pour un jeune chercheur, il peut écrire son premier article dans la RECMA. Hein. Alors, ça ne suffira pas à ce qu'il soit… pour sa carrière, ça ne suffira pas. Hein, mais ça peut être une première, je dirais, rampe de lancement, hein, par rapport à d'autres publications voilà, qui ont d'autres types de critères. Hein. La RECMA favorisant quand même ce genre de recherche, hein, puisque la RECMA fait appel à la fois à des chercheurs et à des professionnels de l'ESS. Voilà. C'est aussi de la négociation, ça. Enfin, je veux dire, je pense pas que ça soit une vraie stratégie, hein, mais il faut aussi bien connaître en fait effectivement l'offre qui peut exister et ne pas… bon, moi, je sais que effectivement, il y a des maisons d'édition et des revues auxquelles je n'aurais jamais proposé le moindre article, parce que je sais que de toute façon, ils ne rentraient pas dans leurs critères. Dans la gestion de carrière, je ne sais pas si je suis le plus à même de bien répondre, parce que je ne sais pas comment je gère ma carrière, pour tout vous dire, quoi. Et je me rends compte que les propositions de publication, c'est un peu les rencontres, les travaux avec des collègues, les opportunités qui peuvent se présenter, mais je ne suis vraiment pas bon en termes de gestion de carrière. Et on dit quand même régulièrement, la recherche-action n'est pas assez reconnue au sein de l'université et il vaut mieux faire de la recherche fondamentale. Effectivement, c'est fort possible, mais je pense que certains collègues qui ont fait de la recherche-action ont aussi pu produire des numéros de revue, coordonner des numéros de revue, et peut-être sans les acteurs, justement, à ce moment-là, et ont bien géré leur carrière, quoi. Mais oui, ça dit quand même que quand on est dans la publication scientifique, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est plus dans l'écriture avec un acteur, quoi. Me semble-t-il. Dans l'écriture des acteurs, il y a deux choses. On intègre des acteurs dans l'écriture d'un chapitre. Enfin, on propose à un acteur d'écrire un chapitre. La coécriture, ça se fait. Hein, mais la coécriture, moi, l'expérience que j'ai faite a montré que c'était trop difficile. C'était trop difficile parce que on a des modes de représentation, des langages qui sont différents. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des expériences positives. Hein. Moi, j'ai essayé, hein, mais ça n'a pas abouti. L'expérience que j'ai, c'était de co-rédaction, c'était l'écriture d'un guide, donc pour les acteurs. Et donc là, il y a une co-rédaction. Mais quand on était sur des publications plus scientifiques, je n'ai pas connaissance. Yves? Bonjour les amis. Merci Bonjour Yves. pour le privilège d'être avec vous pendant 3 heures ce matin.
Sur la coécriture et ce qui tourne autour, effectivement, ça renvoie à une certaine asymétrie qu'on doit reconnaître, qui ne peut pas disparaître complètement. Je pense que moi, mon expérience dans ce qu'on pourrait appeler favoriser la participation des acteurs avec lesquels on travaille dans la production des résultats de recherche, c'est de bien choisir les moments où on leur donne une prise pour qu'ils interviennent de façon efficace. La meilleure façon de les exclure, c'est de leur donner théoriquement un rôle à toutes les étapes et de leur donner au moment où on ficelle les résultats de la recherche et on planifie les activités de diffusion des résultats. Moi, j'ai remarqué souvent là, que quand le rapport entre les chercheurs universitaires puis les acteurs arrive vers les étapes finales, que, mettons qu'on a facilement des papiers qui peuvent être de 100 pages, 150 pages, à un moment donné, qui sont en train d'émerger. L'important, c'est de choisir les 30 pages qui sont celles sur lesquelles ils peuvent nous apporter quelque chose qui va nous déranger. Et je pense qu'en cours de route, si on est dans le domaine de la recherche, l'acteur-chercheur doit assumer la responsabilité de ce qui est retenu à travers la délibération acteur-chercheur. En tout cas, ça suppose qu'il y a une pédagogie là, pour ne pas demander aux acteurs d'être en termes de temps aussi disponibles que le sont les chercheurs patentés des milieux institutionnels et universitaires, où là, c'est leur occupation principale là, qui est en jeu. Alors, les heures peuvent être des centaines d'heures, mais moi, je trouve que l'enjeu, c'est de se poser la question, est-ce que les acteurs qui sont impliqués dans nos recherches dites d'action ou dites collaboratives sont là pour la façade ou si ils ont un impact sur les contenus qui émergent. Là, je parle de la fin des processus de recherche, mais sans doute que des étapes antérieures, dès le début, dès l'origine, sont importantes aussi pour que, malgré l'asymétrie des relations, que les chercheurs doivent assumer parce que c'est un faux discours que de faire croire qu'il y a une réciprocité totale, puis qu'il y a une symétrie totale. J'aime mieux qu'on avance qu'il y a de l'asymétrie, mais que l'asymétrie, ça signifie que la participation n'est pas juste pour la galerie, mais qu'elle amène une transformation des contenus. Elle nous influence comme chercheurs. Au fond, il faut qu'un certain nombre de débats en cours de route nous changent comme chercheurs au moment où on écrit. Quand on arrive à la version finale, qu'on doit assumer souvent, plus comme chercheur que comme acteur, parce que c'est pas vrai qu'il y a de la coécriture. Même avec les chercheurs, on ne coécrit pas à 5. Mais c'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité, puis je me sens un petit peu vieillissant, mais je suis heureux aussi de voir que mes amis des années 90, les deux Laurent, et puis Daniel, et parmi d'autres, sont eux-mêmes dans un rapport délibératif où il y a de la co-construction. Comme Québécois, dans les années 90, au temps du CRIDA, puis on avait des contacts avec vous autres, mais il y avait comme des petits murs de Chine entre les uns et les autres.
Et au fil des années, je vois que les murs de Chine sont disparus. En apparence. Merci. Je ne sais pas si Laurent ou Daniel voulaient réagir. Et sinon, Hugues Bazin, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez bien évidemment commenter ce qui a été dit précédemment. Peut-être juste un petit mot sur la place où je rejoins complètement Yves. Et il y a, alors c'est pas tellement dans la recherche-action, mais il y a un enjeu qui pour moi est important lorsqu'on mène une recherche, quelle qu'elle soit, c'est le temps de restitution aux acteurs qui parfois peut être oublié. Alors, pas dans les recherches-actions, mais en même temps, quels acteurs sont mobilisés, hein, si on est uniquement sur… Et là, c'est à ce moment-là où on peut vraiment avoir le retour des acteurs dont parle Yves, quoi, me semble-t-il. Oui, et puis je pense que quand tu parles d'asymétrie, moi je pense qu'il faut l'assumer, effectivement qu'il y a une asymétrie, mais les acteurs eux-mêmes ne sont pas contraints de publier les résultats sous la même forme que les chercheurs. Il y a beaucoup d'autres manières de valoriser une démarche, une avancée, que de faire un bouquin ou un article scientifique qui sera lu que par un petit groupe de chercheurs, hein. Il y a des tas d'autres manières aujourd'hui, hein, pour diffuser une avancée réflexive, hein, qui ne passe pas forcément par ce genre de publication. Je suis tout à fait d'accord. J'allais mentionner que les séminaires de recherche, les colloques, les activités, les activités qui consistent à tester avant le moment final de la sortie des productions, la sorte de produits là, qui sont en train d'émerger. Nous, dans les expériences qu'on a eues au Québec, dans des laboratoires de recherche qui, sans être des… il y a quand même une diversité, hein, d'expériences. Il y a eu les ARUC, il y a ce qu'on a eu comme expérience dans le CRIS depuis une quarantaine d'années. Moi, j'ai fondé un laboratoire qui s'est appelé le LAREPS, qui était comme un cousin du CRIDA à certains égards, à certaines époques. Et même plusieurs années après, je réfléchis beaucoup sur ce qu'on a vécu dans ces expériences-là. Et je trouve que c'est important de laisser des traces écrites de ce que ça a pu être, comme par exemple le passage d'un investissement dans le CRIDA pour un certain nombre de personnes que vous êtes, vers un ancrage dans le milieu universitaire qui assume davantage les règles du jeu, du milieu universitaire avec ses contraintes et ses possibilités. Bien, au Québec, on a des expériences qui sont équivalentes. Et quand on organise un séminaire, mettons un séminaire comme aujourd'hui, 3 heures de temps, moi, je dirais, si je devais à l'organiser au Québec, d'abord, je donnerais aux chercheurs un temps de présentation important, comme ça a été fait avec les présentations des 4 personnes qui sont intervenues comme intervenants principaux aujourd'hui. Mais je mettrais la formule des discutants, de donner aux acteurs des fois des temps moins longs, mais placés au bon moment pour qu'ils puissent, avec leur culture et leur trajectoire, leur parcours, mettre leur empreinte. C'est comme là. Ben aujourd'hui, c'est plus un séminaire chercheur, hein? Il y a des acteurs qui sont là, mais dans un rôle qui est plus restreint, hein? Mais on pourrait très bien avoir l'exposé de Daniel Demoustier ou de l'un des deux Laurent. Il n'y aurait pas 3 exposés, mais on en prendrait 2 des 3 ou 1 des 3. Et là, à différents moments, sur des facettes de ces exposés, on donnerait finalement à des acteurs penseurs, j'aime beaucoup l'expression acteur-penseur, qui va avec mon propos sur l'absence de symétrie totale. Acteur-penseur, mais penseur, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même ça peut être très, très valorisé. Et puis, là, faire en sorte qu'il y ait… C'est pas facile d'organiser ces activités-là, mais souvent, on s'améliore, je pense, hein, d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre, d'une décennie à l'autre.
Moi, j'aimais ça, organiser un séminaire de recherche à partir des résultats de recherche dans lesquels les partenaires sont associés sous des formes qui peuvent varier énormément avec des protocoles qui ne sont jamais exactement pareils. Mais un bon séminaire de recherche, il faut que les acteurs sortent de là sans dire les chercheurs ont été bons aujourd'hui. C'est uniquement. Les acteurs, la communauté des acteurs et la communauté des chercheurs doivent avoir des rôles valorisants pour les uns et les autres. Et dans ces formes d'activité-là, comme dit un de nos amis, dans la recherche de ce type-là, 1 + 1 = 3. Hugues a écrit une question, mais c'est peut-être mieux qu'il le dise de vive voix, non? Je ne sais pas. Oui, enfin, je voulais simplement préciser là sur l'espace-temps, parce que c'est vraiment une donnée propre aussi à notre monde moderne, pas uniquement à la recherche, c'est que les gens n'ont pas le temps. Quand vous contactez les acteurs, ils n'ont jamais le temps. Ils sont tout le temps dans, justement, c'est logique d'appel à projet, de restitution, mais c'est pareil pour les chercheurs. La façon dont fonctionnent les laboratoires de recherche, c'est finalement le même système. Et du coup, cet espace-temps qui est avant tout stratégique, c'est qu'on se revoit, mais on se voit sur un temps limité parce que chacun a sa stratégie, soit opérationnelle, soit de recherche. Et c'est très frustrant parce que ça coupe dans la production de savoir une partie du savoir intéressant, justement. Soit le savoir est rendu de manière stratégique, mais il coupe effectivement la dimension réflexive, soit il est rendu de manière plus académique, mais il coupe, par exemple, la dimension existentielle, etc. Et il y a très peu, en fait, de travaux qui restituent cet espace-temps dans la durée d'un processus de recherche-action. Enfin, moi, je n'en connais pas vraiment. Il y a des exposés de recherche-action, etc. Une manière de tracer ça sur un continuum, c'est effectivement les publications. Moi, dans les pays de l'action de l'INGEP, on avait produit une publication en 2006 qui s'appelle Espace populaire de création culturelle, enjeu d'une recherche-action situationnelle. Et en 2018, on a reproduit donc une publication où se retrouvaient déjà des acteurs de 2006. Ça permet justement là de resituer effectivement le cheminement, qui sont effectivement des acteurs-chercheurs, mais qui sont évidemment, leur cheminement n'est valorisé nulle part, parce qu'ils ne rentrent pas dans ces logiques stratégiques dont je parlais tout à l'heure. Et donc, voilà. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une problématique importante, cette négociation de l'espace. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce réseau et le laboratoire social, c'est pour visibiliser cet espace dans le temps et dire qu'effectivement, des fois, on a des retours, mais une décennie après, on a perdu les acteurs et on croit qu'ils sont perdus dans la nature, mais au contraire, ils continuent dans un processus de recherche-action, mais il ne faut pas besoin de nous faire un retour et qu'on les revoit. Ils ont créé leur structure, ils développent des recherches de leur côté, ils négocient avec le conseil général ou régional un programme, enfin, il y a des tas de retombées en fait qui ne sont jamais évaluées dans la recherche-action. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir valoriser ça. Mais c'est vrai que nous, on est… Vas-y. Un mot sur les histoires d'écriture, parce que moi, je pense que l'enjeu pour un chercheur, il est quoi? Est-ce qu'il accepte, il prend du temps, intervenir dans des réunions professionnelles plutôt que dans des colloques académiques? Est-ce qu'il prend du temps pour écrire dans des revues professionnelles, pas uniquement des revues académiques? Est-ce qu'il accepte de prêter sa plume pour des collectifs sans que ce soit son nom en bas? C'est-à-dire, à un moment donné, on est dans une écriture, par exemple, des recommandations dans un processus où effectivement, voilà, et donc du coup, est-ce qu'il accepte alors que tout académique le pousse à dire c'est ta signature et l'ordre dans ta signature qui est important. À ce temps-là, voir est-ce qu'il accepte que son savoir soit retraduit par l'écriture des acteurs dans des formats auxquels qu'il ne maîtrise pas, auxquels il n'est pas habitué. Et donc, j'en sais rien, imaginons une BD sur… Du coup, voilà, donc je pense que c'est
c'est pour ça que dans les formes d'écriture, il y en a plusieurs, y compris à valoriser éventuellement à mettre dans les pages ou sous CV. Donc je pense que mais effectivement, après, avec un autre acteur, c'est compliqué parce qu'il y a des normes et on impose un peu ces normes. Mais est-ce on accepte de se laisser complètement embarquer sur des formes de diffusion et de diffusion du savoir auxquelles on n'est pas du tout habitué, d'une pièce de théâtre ou autre chose. Voilà. Donc c'est aussi jusqu'où on accepte de se laisser un petit peu embarquer ailleurs et donc de donner du temps. Et comme ça vient d'être dit, chacun est dans ses logiques stratégiques parce qu'on a tous des impératifs professionnels. Sur les questions de disponibilité aussi par rapport peut-être plus aux acteurs, moi j'avais été séduit quand même par le dispositif chercheur citoyen qui permettait en fait de rémunérer les acteurs sur leur temps de participation aux recherches, quoi. Et je trouve que c'est important, quoi. C'est pas seulement un objet, c'est un moment, enfin c'est pas seulement, c'est pas du tout un objet, mais c'est aussi des personnes qui participent et donc avoir la possibilité qui se dégage du temps pour participer à ces actions de recherche, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Mais on a beaucoup perdu ça et en même temps, là, ça rejoint peut-être ce que Gilles disait tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction recherche-développement, quoi. On la reconnaît dans les entreprises, mais on la reconnaît peut-être plus difficilement avec la société civile, avec les acteurs de l'ESS, quoi, qui puissent y avoir du temps pour participer à ces recherches. Je ne sais pas si vous avez des expériences de ce type, quoi. Daniel, on nous entend Oui. pas? L'expérience qu'on a eue avec le PTCE de Tarnos, c'est qu'ils ont eux-mêmes inscrit, je pense qu'il y a eu quelques PTCE, mais pas beaucoup, Laurent pourra le dire, qui ont inscrit dans leur réponse à l'appel à projet cette dimension séminaire, recherche-développement et avec des chercheurs. Mais je ne suis pas sûre que tous les acteurs de l'ESS fassent ça ou aient l'opportunité de le faire, hein, parce que là, il y avait une opportunité de le faire. Mais voilà, je pense que ça, c'est un élément aussi. C'est pour ça que moi aussi, j'interroge beaucoup les acteurs de l'ESS aussi sur leur relation à la recherche. Hein. Alors, pas forcément ceux qui sont ici, parce que s'ils sont ici, c'est qu'ils sont tout à fait intéressés. Hein. Mais globalement, il y a eu aussi des essais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'essai du projet cadre, hein, où il y avait un lien entre le ministère de la Recherche et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour développer des recherches sur l'ESS. Ça a été vite abandonné et pas que de l'initiative du ministère. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être des opportunités que nous ne prenons pas collectivement, hein, et qu'on pourrait accentuer. Alors, on va voir ce qui se passe avec le nouvel appel à projet PTCE, hein, si la recherche est considérée comme constitutive du projet ou pas. Chabière ? Oui. Oui, bonjour, Xavier Itzaina, du Centre Émile Durkheim à Bordeaux. Non, juste pour compléter ce qui a été dit, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, ce qui me surprend aussi dans les... Bon, je n'ai pas votre expérience, tous les intervenants sur ces domaines-là, mais par exemple, dans ce qu'on a fait avec Daniel à Tarnos, c'est que, d'une part, les acteurs demandent de la théorie aussi. Je me rappelle, ils nous demandaient que nos séminaires commencent par définir ce qu'on entendait par régulation, par capital social, par cluster, district, pôle, territoire, etc. Proximité. Et à l'inverse, les revues académiques demandent du terrain aussi. C'est-à-dire, à moins de faire des articles de théorie politique pure, là, donc il y a quand même des encarts méthodologiques qui, s'ils ne sont pas bien alimentés, ben, ça passe pas. Donc, voilà, c'est un peu pour montrer qu'on peut faire converger les deux, me semble-t-il. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, faire un témoignage? Il y a des acteurs qui sont présents. Est-ce que peut-être ils veulent aussi présenter leur point de vue?
Si vous voulez, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Oui. Je vais prendre la parole. Donc moi, je suis Samuel, je bosse à l'association Eva l'Eco qui anime le tiers-lieu Sainte-Marthe qui se trouve à Grasse, qui est aussi connu sous le nom de Tetris. Il y en a quelques-uns qui sont venus visiter déjà, qui sont présents ici. Là. Moi, je suis très loin d'avoir tout le recul que vous avez donc, sur les démarches de recherche-action. Mais c'est pour plutôt apporter aussi des réflexions qui vont un peu du côté de Hugues Bazin, déjà sur l'idée de l'espace tiers, donc l'espace intermédiaire. Pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui se trouve forcément dans la marge, c'est plutôt justement, c'est le dernier tiers qui fait partie d'un tout, celui qui était invisibilisé et qu'on a envie de visibiliser. Et c'est celui aussi qui fait des passerelles. Et quand on parle justement de croisement, de recherche-action, de croisement des savoirs, coproduction des connaissances, c'est des lieux quand même, donc ces tiers espaces, voilà, ils peuvent être culturels, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être éducatifs, ils peuvent être plein de choses. Nous, c'est plutôt un tiers-lieu généraliste, on travaille sur la transition écologique et solidaire. Et on est aussi un PTCE porté par une société coopérative d'intérêt collectif. Et on travaille vraiment, c'est des espaces où on va retrouver de la mixité dans les champs d'action. On va retrouver de la mixité publique, on va retrouver de la mixité, donc nous, la société coopérative, il y a aussi de la collectivité territoriale, donc des politiques, des acteurs, des entreprises, de l'ESS, des associations, et c'est aussi une possibilité d'ouvrir ces questions-là. On a des chercheurs qui sont sociétaires de la coopérative et qui représentent un poids assez fort dans les votes et dans les décisions de cette coopérative. Et pour trouver notamment aussi des ouvertures, des financements qui permettent à des chercheurs de venir poser un regard sur ce qu'on fait et surtout contribuer à ce qu'on fait, parce qu'on demande aux chercheurs ici de se décaler et d'être vraiment dans une démarche de réciprocité. Donc voilà, on demande ce temps long aux chercheurs aussi d'implication dans le lieu. Hein. Pour nous, ce n'est pas juste un temps long dans l'écriture, la réflexion, mais aussi dans ce qu'on produit, hein, parce que quand on travaille, et vous le savez tous, vu que vous regardez ces champs-là, mais quand on travaille dans l'ESS, on est toujours dans un aller-retour entre notre travail de salarié et puis notre militance. Donc, on a aussi des temps qui sont assez larges sur du temps bénévole. Hein. On essaie toujours de le différencier. On essaie de faire ce travail toujours de différencier dans notre propre structure, déjà notre temps bénévole et notre temps salarié. Et donc, on est aussi allé déposer, rentrer dans des dispositifs comme Jeune Entreprise Universitaire, qui nous permet déjà d'avoir pas mal d'allégements fiscaux, etc., et qui nous permet aussi de dégager donc de la ressource au niveau de la recherche. On est allé chercher le crédit impôt recherche parce qu'on a ce tiers-lieu à la spécificité, ou la coopérative, comme vous le voulez, ce tiers-lieu à la spécificité d'avoir mis un centre de recherche et développement au centre au centre du collectif. Donc, en fait, le collectif vient nourrir la recherche et la recherche vient nourrir le collectif. Et donc, du coup, je dirais même pas que c'est un aller-retour. Là, on est vraiment typiquement dans un croisement et un entrelacement permanent. Hein. Donc, je sais pas, je dirais pas que c'est un aller-retour. Là, du coup, les chercheurs qui travaillent avec nous, je vois qu'il y a Nicole Alix qui est souvent venu sur le lieu, mais les chercheurs qui sont aussi les personnes engagées qui peuvent être à la tête des structures, etc. Les laboratoires dans lesquels puisqu'on est, par exemple, on est à l'intérieur d'un mouvement d'intérêt scientifique en construction, par exemple, donc avec le CNRS, avec tout ça. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a de réelles possibilités. Alors, c'est peut-être effectivement quand même dans les marges, dans les interstices, comme dit Hugues, qu'on va trouver de l'espace pour venir peut-être impacter ou peut-être déjà modifier un petit peu l'institution entre acteurs et chercheurs pour créer de nouvelles choses. Mais il existe quand même des dispositifs. Mais là où moi j'insisterai en tant qu'acteur, c'est qu'effectivement, il y a une volonté des acteurs ici du collectif d'être dans une démarche de recherche et réflexif. Ce n'est pas une demande qu'on fait à des chercheurs. On a déjà cette volonté, effectivement, en tant qu'acteur, de rentrer dans ces démarches-là, puisqu'on est dans des démarches d'innovation. Donc, on est conscient qu'il faut être dans des démarches réflexives. Et on rencontre des chercheurs qui sont aussi dans des envies, des désirs d'être davantage dans une implication. Vous avez déjà entendu parler tout à l'heure de chercheurs impliqués. Nous, on parle de chercheurs embarqués. C'est-à-dire qu'effectivement, l'action
préexiste à la démarche de recherche, mais il est réellement embarqué et donc il va aussi pouvoir faire des préconisations, donner son avis, etc. Mais voilà, on est du coup on est dans une vision avec une égalité des savoirs. Je me rappelle que Hugues parlait de maîtrise d'usage et maîtrise d'ouvrage. Voilà, on est vraiment dans ces questionnements-là et on participe aussi bien à une production d'écrits, à des productions, des projets européens avec le CNRS, l'INRAE, enfin tous ces gens-là, que des projets de recherche qui sont très loin des démarches académiques, mais sur lesquelles on est quand même dans des processus de recherche. C'est juste que ça n'a pas été validé par des financements, par des laboratoires. Et où il y a des gens qui vont venir se raccrocher au fur et à mesure, puisque nous, on développe des projets. On n'est pas d'abord dans une recherche de financement. D'abord, on produit des projets. On essaie d'être dans des démarches assez innovantes en termes de projets de solidarité, de projets sur le dialogue entre la transition écologique et la transition numérique. On a un nombre d'acteurs qui sont des chercheurs, des ingénieurs, etc., mais aussi des gens qui sont en programme de remobilisation d'un quartier prioritaire qui sont juste au-dessus. Et on essaie de mêler tous ces gens avec les savoirs. Donc voilà, c'est juste pour... je suis désolé, je me suis un peu perdu, je vous ai sûrement un peu perdu, mais c'était pour dire qu'il existe quand même des dispositifs. Et effectivement, il y a des postes FONGEP. Moi, par exemple, mon poste, c'est un FONGEP Sciences-Société, donc qui permet de travailler sur l'intermédiation Sciences-Société. Donc, il y a quand même des endroits, il y a quand même des petits espaces qui sont en train de s'ouvrir pour réfléchir à la coproduction des connaissances. Et je pense qu'il faut, moi en tout cas, faut ni se donner l'objectif que les acteurs, on n'a pas forcément envie d'être dans les articles scientifiques, qu'on soit bien. Enfin, voilà, c'est pas une envie, c'est pas un désir profond que d'apparaître. Alors peut-être que certains se sentiraient valorisés, légitimés par ces processus-là. Par contre, dans le processus, et c'est là où moi j'ai envie d'insister en tant qu'acteur, c'est dans le processus, effectivement, on n'est pas des poissons rouges dans un local qu'on vient observer, mais on peut rentrer dans une démarche d'enquête pour créer de la donnée, enfin, voir ce qui se passe dans un collectif, sur un tiers-lieu, sur un territoire, etc. On peut participer à cette démarche d'enquête et recueillir la donnée, mais on a quand même envie, en tant qu'acteur, de participer aussi au moment où on va poser la question de recherche. Et ça, c'est effectivement, je rejoins ce qui a été dit, je crois, au tout début de l'intervention, c'est quand même souvent ce qui n'est pas vraiment produit, même quand il y a eu un appel à projet sur la recherche-action. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chercheurs qui arrivent avec des hypothèses, et les hypothèses sont déjà posées, et ça existe, et c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais il y a plein de moments, sur notamment l'action qui est produite par nous, par exemple sur le tiers-lieu, où on a envie, plutôt qu'on nous permet de rentrer dans une démarche scientifique qui nous permettra à la fin de poser la question avec les chercheurs, qui seront eux-mêmes des acteurs, et ça, c'est souvent, j'avoue, dans les démarches, un peu mis de côté. Voilà, ça c'est la réflexion, et donc pour moi ça sera la contribution que j'aurais envie d'emmener à cette discussion qui était effectivement en grande majorité entre chercheurs. Merci. Justement, moi, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, hein, même si j'étais critique sur le côté tiers. Alors que bon, mais c'est comment on pose la question de recherche, quoi. Et effectivement, là, le lien avec les acteurs est souvent très fort, quoi. Et c'est lié à une connaissance, une confiance dans le temps qui soit de manière plus formelle, je ne sais pas si c'est le terme, soit à travers l'implication dans une structure, dans Tetris, comme vous le présentez, soit aussi par un cheminement dans la durée qui amène à se poser ces questions ensemble, quoi. Effectivement, moi je pense qu'il est très important que les acteurs soient associés en amont, hein, et qu'à la limite, ça soit une demande des acteurs, hein, plutôt que simplement une demande de chercheurs qui veut écrire un article ou développer telle ou telle analyse, quoi. Peut-être bonjour, peut-être pour réagir de mon côté aussi. Moi, j'ai un peu les deux aspects, c'est d'autant que
moi, je suis historien de formation. Moi, j'ai fait une thèse en histoire, donc si vous voulez, la recherche-action en histoire, c'est pas forcément évident. Hein. Voilà. Donc, je le signale. Donc, pour autant, ça m'intéresse beaucoup et ça m'intéresse d'autant plus que par ailleurs, bon, moi, vous le savez, j'ai un profil chercheur, mais aussi du coup acteur, puisque j'interviens moi en cabinet de collectivité. Et j'ai eu une expérience et j'ai beaucoup apprécié aussi, enfin, l'ensemble des interventions, et je remercie d'ailleurs tout le monde hein, de la qualité aussi de ces interventions et des échanges, et notamment dans ce qu'a présenté Laurent Fraisse sur la participation observante, je crois il l'appelle comme ça, que j'ai trouvé très intéressante parce que moi j'ai été amené dans mes fonctions à piloter par exemple un projet d'expérimentation du revenu de base au niveau du département de la Gironde, et on m'a sollicité à plusieurs reprises pour écrire des articles scientifiques, hein, donc dans différentes revues sur le sujet. Et donc finalement d'historien, je me suis mu un petit peu en politiste, j'ai envie de dire, modestement, hein, mais en tout cas pour écrire et pour décrire et pour analyser un petit peu ce qu'on avait pu faire et prendre de la distance aussi, évidemment, par rapport à tout cela. Et ça m'a donné une idée. C'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à ce thème, hein, à cette question de la recherche-action dans la chaire. Ça m'a donné une idée et je la soumets. Elle a traversé les débats et ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est au fond, je me dis, à travers les logiques, quand un acteur mène une expérimentation, au fond, ça peut être intéressant que lui-même pose la problématique et la documente et mène une recherche effectivement sur celle-ci. Voilà. Alors ça rejoint un peu ce que nous avait présenté il y a une dizaine de jours Olivier Palluot aussi. Hein. Lui il parle de R&D social. Bon, après c'est vrai que là aussi il y a un flot de notions. Moi, à force on s'y perd parce que si vous voulez, on fait des. Non mais franchement, moi je sais plus qui fait quoi. Enfin, tout le monde met son label. C'est un peu compliqué. Hein. Donc de s'y retrouver, il me semble dans ce magma de notions. Bon, mais en tout cas, je crois que pour aller à l'essentiel, autour d'une expérimentation menée par un acteur, on peut peut-être mettre cet acteur dans un cadre de formation à la recherche, au fond, pour que lui-même documente cette expérimentation. Moi, ce serait un petit peu ça que j'aimerais monter avec la chaire, donc je vous le soumets, hein, mais je me dis, on pourrait monter des espèces de certifications autour de la recherche-action où on embarque les acteurs et où finalement on leur donne les méthodologies, les outils de la recherche, et puis on les accompagne à travers aussi des séminaires collectifs hein, dans lesquels ils peuvent partager les questionnements dans cette recherche. Voilà, je me dis pour qu'eux-mêmes produisent en fait à la fin quelque chose. Ça participerait au fond pour eux d'une montée en compétences et d'une réflexivité sur leur action, sur leur travail. Et pour la recherche, ce serait une manière aussi de démultiplier. Hein, parce que le problème, c'est que les acteurs viennent voir les chercheurs, mais les chercheurs n'ont pas le temps. Les chercheurs n'ont pas le temps très souvent hein, de répondre à toutes les demandes. Donc finalement, là, on aurait une occasion de démultiplier aussi les données quelque part et la documentation. Voilà, hein, je crois, ça nous permettrait aussi cela du point de vue de la recherche. Voilà, simplement les quelques réflexions comme ça que je me fais depuis quelques temps et particulièrement aujourd'hui en vous écoutant. Je ne sais pas si ça, je sais pas quel écho ça peut avoir pour vous. Est-ce que ça vous semble des pistes intéressantes ou pas? Quels en seraient les écueils? Voilà. En tout cas, je le pose là. Voilà. Je le soumets à votre réflexion, sachant bien sûr qu'il y a eu énormément d'expérience. Hein. Enfin, s'il y a profusion de concepts, c'est aussi parce qu'il y a eu profusion d'expérience en la matière. Ce que tu dis, Timothée, moi, ça me rappelle ce que je faisais en accompagnement de mémoire des étudiants de master, des étudiants en formation continue de master, en sachant que peut-être que le mémoire est encore un cadre trop rigide, hein, et qu'il faut trouver des cadres un peu plus souples, hein, plus diversifiés que le mémoire de 100 pages avec quand même quelques règles de construction qui sont prédéfinies. Mais ça me rappelle ça, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mémoires d'acteurs sur leur propre expérience qui étaient assez passionnants et je pense qu'ils ont été utiles aux structures elles-mêmes. Ouais, je pense, mais tu vois, pour rebondir très, très brièvement là-dessus, ça me fait penser un peu, tu vois, l'autre jour, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui a fait référence à la thèse par article.
Tu vois, c'est-à-dire, ça existe. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai un ami qui a fait ça en économie. Et la thèse par article, plutôt que la thèse, tu vois, complète, là où tu fais. Bon, moi, on m'a dit en histoire, attention, hein, si vous ne faites pas vos 500 pages minimum, c'est que c'est pas sérieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et là, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que je me dis, finalement, on pourrait avoir aussi des choses de ce type, c'est-à-dire des formats plus courts, hein, de 10-15 pages d'articles. Hein, il peut y en avoir plusieurs, peut-être, enfin, j'en sais rien. Mais ça pourrait être une manière d'y répondre par rapport à ce que tu viens de dire. Simplement une remarque, c'est vrai que la reconnaissance de la qualification des acteurs-chercheurs, bon, et on peut aussi parler aussi des formes collectives. Hein, la recherche n'est reconnue d'une certaine manière que de manière individuelle. Voilà. Il n'y a pas de et comme disait, il faut mettre le nom derrière, etc. La dimension d'auteur collectif n'est pas reconnue non plus. Et puis ça pose aussi la question aussi du cadre socio-économique dans lequel est validé justement ce champ du savoir. C'est-à-dire que ce que ça veut dire reconnaître des qualifications si d'un autre côté du champ socio-économique, on ne reconnaît que votre employabilité. Alors, et donc, c'est-à-dire que si vous rentrez effectivement dans les normes, et donc, sans jouer à la question de la formation tout au long de la vie, et aussi d'un salaire tout au long de la vie, quoi. Je pense que la recherche d'action ne pourra à un moment donné avoir un poids que si effectivement, elle peut aussi en même temps, et c'est d'ailleurs son but, hein, rappelons-le, c'est aussi être un levier de transformation, et n'agit pas là-dessus. Il faut être clair. Et à la fois les tiers lieux, et comme Tetris, et ça, je trouve ça super, parce qu'il manque de lieux de visibilité. Nous, on essaie de créer un tiers espace dans le campus Condorcet avec la maison des sciences. C'est pas facile, hein, bon. Parce que les gens ne vont pas franchir naturellement la porte. Ils disent ça, c'est pas fait pour nous. C'est comme les lieux culturels. Hein. Il y a toute une partie de la population qui ne franchissent pas le lieu, alors qu'ils ont le droit à la culture, comme ils ont le droit au savoir. C'est pas une question de diplôme, c'est une question justement de formation tout au long de la vie. Mais ils ne franchiront jamais la porte. Donc, il y a des lieux qui soient reconnus comme à une autre époque, on appelait ça les maisons populaires, hein, où en dehors du temps de travail, qui est un temps soumis, on pouvait créer un espace réflexif sur ces conditions de travail. Ça, peut-être, ce serait intéressant, effectivement. Donc, si une partie des tiers-lieux peuvent jouer ce rôle-là, ce serait déjà intéressant. Ce n'est pas suffisant, évidemment. Ce n'est pas simplement un maillage de tiers-lieux qui va changer le système socio-économique. Et donc là, à un moment donné, il y a une vraie réflexion en même temps politique que la recherche-action doit assumer en même temps sur ces questions-là, si on veut effectivement que ces qualifications soient aussi validées et reconnues. Et du coup, moi, juste pour revenir là-dessus, et là, tu as raison, c'est très dur de faire venir les gens. Voilà. Et nous, c'est pour ça qu'on, même ces espaces réflexifs, on essaie de les intégrer dans des cadres informels, en fait, ou non formels. Donc, effectivement, comme on a la chance, nous, même pendant le confinement, par exemple, on a eu toujours une centaine de personnes qui étaient sur le lieu parce qu'on a des formations, on travaille sur l'épicerie solidaire, de la cantine solidaire, etc. Donc, on avait beaucoup de monde. Et donc, on a pu rester ouvert. Et en fait, on essaie de toujours d'avoir dans chaque espace, effectivement, des moments de réflexivité et qui peuvent participer à une réflexion vraiment de fond sur le collectif, sur qu'est-ce qu'on produit en termes de transformation et d'émancipation individuelle dans le collectif, etc. Ou alors, vraiment juste, par exemple, comment on travaille les objectifs de développement durable, etc., dans chaque activité. Et donc, on va les créer. Mais par contre, on essaie de se dégager, effectivement, des fonctionnements d'autres, par exemple, friches culturelles que je connais bien aussi, parce que j'y ai travaillé, de ce qui est de cadre d'animation très cadré, très carré, où effectivement, là, il faut aller chercher le public et les intégrer dans une animation, et là où les gens ne passent pas forcément la porte naturellement. Donc, ils viennent d'abord pour d'autres choses, déjà pour des choses qui sont de l'ordre de juste manger, rencontrer, ne pas s'isoler, etc. Et puis, ils peuvent être intégrés dans d'autres démarches de réflexion assez rapidement à travers le tiers. Donc, c'est aussi une manière. Et pour revenir aussi sur la valorisation, nous, on travaille par exemple avec une équipe du CIRAD en ce moment à comment on valorise 20 ans de travail d'une équipe du CIRAD dans lequel ils ont produit un ouvrage. On le travaille avec des acteurs du tiers-lieu, mais aussi des gens du territoire, sur comment on en produit un objet scénographique pour après les faire parcourir les conclusions sur les communs
parce que c'est les thématiques qui est travaillées dans le livre, sur des communs, comment on va pouvoir le faire parcourir après dans différents espaces pour avoir accès à ces réflexions, tout simplement, à les intégrer. Voilà. Et ça, il y a une équipe de chercheurs totalement qui viennent du monde institutionnel, très carré, très cadré, etc., et qui ont décidé effectivement à un moment de décaler leur approche, alors déjà de venir se confronter à des acteurs ils ont fait du théâtre forum pour expliquer leur démarche, leurs conclusions, etc., et après venir se confronter aussi à comment les acteurs vont se l'approprier avec eux et comment on va le retranscrire et le diffuser dans d'autres lieux collectifs. Et du coup, c'est juste pour dire qu'effectivement, on parle toujours de la valorisation scientifique à travers les articles, les documents, et aujourd'hui, maintenant, effectivement, il y a des éditions ouvertes, il y a pas mal de choses dans le monde scientifique. Mais quand même, nous, dans le côté acteur, etc., on est aussi intéressé effectivement de comment on va, et nous, on vient du monde de l'éducation populaire. Moi, je viens du monde de l'éducation populaire. Comment on va pouvoir diffuser et que les personnes vont pouvoir s'approprier des apports qui ont été produits par la recherche. Et notamment dans les SHS, bien sûr, où il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à dire, mais pas forcément entendables sous la forme de l'article scientifique, quoi. Donc voilà, nous, on essaye pas mal de formats, et voilà, tout n'est pas une réussite, mais je trouve que cette expérimentation, elle est quand même assez intéressante. Et là, ça vient de la volonté de chercheurs de se décaler à un moment ou à un autre. Voilà, ça vient même pas c'est pas de notre fait, on n'a pas proposé, mais ils nous ont proposé de le faire avec nous. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a aussi cette volonté toujours du côté académique d'essayer de trouver d'autres portes. Très bien. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons clôturer les 3 heures de séminaire ici. Merci à toutes et tous pour votre participation, pour ces interventions qui ont été vraiment très riches et très intéressantes. Donc, tout le séminaire a été enregistré et sera rediffusé sur les réseaux. Vous pourrez le revisionner et le partager. La chaire vous remercie toutes et tous. Nous allons vous mettre peut-être dans le chat les liens vers nos réseaux sociaux pour nous suivre et être au courant des prochains événements. Le prochain événement devrait être fin août, le 31 normalement, un séminaire sur les communs justement. Donc, nous publierons prochainement les informations. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci. Au revoir.